Bonjour tout le monde, on va commencer après avoir laissé quelques minutes de retard à nos collègues. Merci beaucoup aux courageux de s'être levés tôt ce matin pour venir participer et écouter cette journée qu'on organise pour vous informer, partager des données et des éléments sur ce grand programme national qui est donc le PEPR ProPsy, le programme de recherche en psychiatrie de précision. Et on va, tout au cours de cette journée, vous présenter là où on en est, les avancées, les appels d'offres qui intéressent un certain nombre d'entre vous et surtout les objectifs de ce programme qui démarre. Donc mon nom est Marion Leboyer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis psychiatre, je suis professeure de psychiatrie à l'université Paris-Est-Créteil, groupe hospitalier Henri Mondor, et donc je suis le directeur scientifique de ce programme qui a été, je vais vous le raconter dans une seconde, sélectionné par un jury international dans le cadre de l'appel d'offres France 2030, dont vous voyez le logo sur la droite. Alors, l'objectif de cette première présentation, c'est de vous présenter de façon très générale ce programme, où on en est, qu'est-ce qu'on va lancer, qu'est-ce qu'on a lancé comme action, qu'est-ce qu'on va lancer comme action, sachant qu'on en est déjà, curieusement, à 2 ans du programme, puisqu'on a été sélectionné très précisément le 5 juillet 2022, mais il y a énormément, comme vous pouvez imaginer, d'étapes administratives avant qu'on puisse lancer un programme de cette importance. Alors, qu'est-ce que c'est les PEPR pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas? Ce n'est pas du tout spécifique ni à la santé, encore moins à la psychiatrie. C'est un programme national dans lequel il y a eu des énormes investissements faits par le gouvernement. PEPR, ça veut dire Programme et équipement prioritaire de recherche, PEPR, qui a pour objectif de construire ou de consolider un leadership français, bien sûr, dans des domaines scientifiques liés ou susceptibles d'être liés à une transformation technologique, économique, sociétale, sanitaire, environnementale, considérée comme prioritaire au niveau national et ou européen. Donc nous, on a un PEPR exploratoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore tout à fait sûrs qu'on est digne d'être reconduit. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand enjeu à la réussite de ce PEPR, parce que c'est ça, si ça marche, qui va assurer le financement de la recherche en psychiatrie pour de très longues années. Donc le PEPR exploratoire, il vise des secteurs scientifiques ou technologiques qui sont considérés comme en émergence, pour lequel l'État souhaite identifier et structurer des communautés pour inscrire ces thématiques, si cela s'avère pertinent, c'est-à-dire en l'occurrence si on travaille bien et si on fait bien, dans quelques années dans des nouvelles stratégies nationales. Donc c'est juste pour dire à nous tous que l'enjeu est tout à fait considérable si on veut continuer à inciter à financer la recherche en psychiatrie. Donc on a répondu à un appel d'offres qui était donc a supposé plusieurs années de travail, parce qu'il a fallu commencer par convaincre le ministère que la psychiatrie avait le niveau pour pouvoir répondre à cet appel d'offres devant toutes les autres thématiques de santé. Et ensuite, on a répondu à un appel d'offres sur plusieurs années, puisqu'il y a eu un premier échec une première année, qu'on a redéposé le dossier en 2021. Il a été sélectionné par un jury international très compétitif, puisqu'en 2022, on a été le premier programme sélectionné en France. Alors, quels sont les objectifs de ce PEPR ProPsy, donc de ce programme français de psychiatrie de précision? C'est, comme son nom l'indique, l'objectif, c'est de déployer la médecine de précision en psychiatrie au niveau national, en fédérant la communauté française des professionnels de santé, mais aussi bien sûr des chercheurs, des enseignants, des industriels, des associations de patients, pour améliorer la prise en charge et le pronostic des patients. Les porteurs institutionnels de ce projet, ce sont l'INSERM et le CNRS, avec des établissements partenaires, dont la Fondation fondamentale, mais aussi toute une série d'établissements français, le CEA, l'Institut Pasteur et plein d'universités. L'Université de Bordeaux, l'Université de Lille, l'Université Paris-Cité, Sciences Sorbonne Université, l'Université Paris-Est-Créteil, l'Université de Lorraine, et puis toute une série d'établissements hospitaliers, dont vous voyez une petite liste ici, qui vont héberger les centres dans lesquels vont se passer le recrutement de cette très grande cohorte qu'on va vous décrire ce matin, puisque c'est un petit peu l'objectif de partager avec vous la description de cette cohorte. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de la psychiatrie de précision dans ce domaine, et qu'est-ce que c'est que la psychiatrie de précision? Alors, je voudrais revenir sur le fait que quelque chose que vous savez sûrement tous très bien, et j'imagine que vous partagez avec moi, qui est que les maladies mentales, c'est un des plus grands challenges de santé publique du XXIe siècle. On sait que c'est une des 10 principales causes de fardeau associées aux maladies. On sait que c'est des maladies très fréquentes qui touchent près de 10% de la population. Il y a un énorme poids économique, coûts directs et coûts indirects, quel que soit le pays associé avec ces pathologies. C'est la première cause de nombre de journées perdues à cause d'une maladie, la première cause des DALI, et c'est la première cause mondiale de handicap, l'OMS le dit depuis 2020. Mais ceci dit, il y a un énorme besoin non rempli. Vous avez probablement vu qu'il y a très peu d'innovation, et dans le domaine diagnostique et thérapeutique, de moins en moins d'industriels
qui s'intéressent à ce que nous faisons. Et d'une façon générale, par manque d'outils diagnostiques, à part nos classifications internationales, les diagnostics sont souvent posés avec retard ou pas du tout. Les traitements sont efficaces, beaucoup plus efficaces qu'il y a une cinquantaine d'années, mais ils ont une efficacité trop souvent partielle avec des effets secondaires. Et globalement, le domaine a besoin de faire mieux, quel que soit le niveau. Et l'analyse qu'on peut faire des échecs des essais thérapeutiques de ces 50 dernières années, c'est en gros 3 choses. La première chose, c'est qu'on continue à poser des diagnostics en psychiatrie, vous le savez tous, avec des systèmes diagnostiques internationaux, l'ICD ou le DSM, qui permettent d'avoir amélioré la fidélité intercotateur, mais toujours pas de validité biologique, contrairement à tous les autres domaines biologiques, ce qui fait qu'on travaille sur des entités cliniques qui sont très hétérogènes, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de troubles avec un S, mais aussi très chevauchantes. Second problème, quand on fait des essais cliniques, les endpoints, la mesure d'efficacité qu'on va utiliser, n'est pas ciblée sur un mécanisme précis, mais elle est basée sur des échelles qui, a priori, ont assez peu de rapport avec le mécanisme du médicament ou de la stratégie qu'on essaye de tester. Et les médicaments testés, pour la plupart d'entre eux, ils ont été découverts par hasard et pas du tout basés sur la découverte d'un mécanisme étiologique précis. On l'a entendu hier, il y a toute une série de médicaments dans différents domaines où c'est bien entendu comme ça que ça se passe. Pour le moment, pas en psychiatrie. Or, il se trouve que la médecine de précision, elle répond à ces 3 problèmes. Premièrement, en essayant d'enrichir les stratégies diagnostiques par des biomarqueurs qui doivent être spécifiques et qui nous permettront de stratifier les patients en sous-groupes homogènes, donc de dépasser ce S qu'on met après tous les troubles ou à toutes les entités diagnostiques avec lesquelles on travaille. Deuxièmement, si on comprend mieux les mécanismes qui sous-tendent les maladies, on pourra développer des stratégies thérapeutiques qui cibleront un mécanisme spécifique pour un sous-groupe homogène de patients et non pas pour tous les déprimés ou pour tous les schizophrènes. Et troisièmement, on pourra se doter de mesures objectives d'efficacité qui nous permettront d'évaluer de façon beaucoup plus précise l'efficacité des stratégies thérapeutiques qu'on va tester. Donc le principe de la médecine de précision, c'est de développer le traitement exact pour un patient spécifique et bien sûr au bon moment, parce qu'on imagine bien que contrairement à ce qu'on fait, on ne devrait pas traiter de la même manière un patient qui entre dans la maladie versus un patient qui a 40 ans d'évolution de sa pathologie. Donc qu'est-ce que ça veut dire psychiatrie de précision? Vous l'aurez compris, c'est des synonymes de médecine de stratification, de médecine personnalisée. Et l'objectif de cette médecine de précision qu'on va essayer de développer en psychiatrie, c'est d'enrichir les catégories diagnostiques qu'on utilise avec des marqueurs qui soient objectifs, quantifiables et mesurables. Alors on n'est pas les seuls à faire de la médecine de précision, ça existe depuis très longtemps, et ça c'est juste une petite vision historique des étapes clés qui ont marqué la médecine de précision. J'ai commencé en 1948 avec le développement d'une cohorte très connue qui est la cohorte Framingham, qui a permis de définir quelque chose qu'on utilise tous en clinique, qui est de définir les seuils de l'hypertension artérielle. Donc maintenant on sait mesurer l'hypertension artérielle, on a une définition objective, quantifiable et on peut soigner les patients. Ensuite, il y a les énormes projets faits en cancérologie avec là aussi des très grandes cohortes et des très grands programmes biologiques qui ont permis de transformer la stratégie thérapeutique et diagnostique des cancers, où certes on continue à parler de cancer du poumon ou de mélanome, mais les stratégies thérapeutiques, elles sont ciblées sur un mécanisme et elles sont ciblées sur un biomarqueur. Pareil en neurologie, où vous avez dû en entendre beaucoup parler, vous en entendrez parler aujourd'hui, mais depuis l'année dernière, on a maintenant des marqueurs biologiques dont on discutera à 14h tout à l'heure, qui vont changer la stratégie diagnostique et thérapeutique, puisque maintenant on peut poser des diagnostics de maladie d'Alzheimer avant même que débute la maladie. Et donc, nous, où est-ce qu'on en est? J'ai mis un grand rond blanc de manière un petit peu provocante, mais on va essayer de vous convaincre aujourd'hui qu'on a déjà plein d'outils, plein de stratégies diagnostiques, et que ça n'est pas qu'un rêve très coûteux, cette médecine de précision en psychiatrie. Il y a des choses qui sont activables tout de suite. Ça, c'est une diapo un petit peu chargée pour vous montrer ce qui va se passer dans ce PEPR, qui comprend 5 parties, 5 work packages. La première et la plus importante, c'est la constitution de cette très grande cohorte qu'on va vous présenter ce matin, qui s'appelle la cohorte French Minds, qui a pour objectif de constituer une des plus grandes cohortes au monde de 10 000 patients atteints de troubles bipolaires, de schizophrénie, de dépression, d'autisme, et qui vont être phénotypés de façon très approfondie. On va vous le décrire ce matin. Ensuite, l'objectif de ce Work Package 1, donc vous l'aurez compris, c'est d'identifier des biomarqueurs de stratification de ces entités cliniques. Et ensuite, on va prendre ces biomarqueurs pour essayer d'en démontrer la validité, Work Package après Work Package. Donc le Work Package 2, il a pour objectif de mettre en place des études
précliniques, des modèles animaux, pour tester les mécanismes éthiopathogéniques qui sous-tendent ces biomarqueurs et ces anomalies biologiques. Le Work Package 3, il a pour but de valider ces biomarqueurs à la fois en réalisant des essais cliniques, bien sûr ciblés sur des mécanismes et des sous-groupes homogènes, mais aussi d'utiliser les très grandes bases de données internationales pour essayer de répliquer les données qu'on espère mettre en évidence dans la cohorte French Minds. Le Work Package 4, il a pour but de développer un nouveau secteur biomédical pour la santé mentale et la psychiatrie. Et le Work Package 5, il a pour objectif de déployer l'éducation, l'information, c'est pour ça qu'on a cette réunion aujourd'hui, et de soutenir l'attractivité de la jeune génération, à la fois pour les métiers de la santé, mais aussi pour la recherche. Et puis, dernier point extrêmement important, ce Work Package, il va aussi avoir à cœur d'informer la population générale et les décideurs sur les découvertes qui sont faites en psychiatrie, parce que j'imagine que vous partagez avec moi que les fausses informations sont encore légion dans notre domaine et qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour changer les représentations autour de ces pathologies. Alors, il y a une gouvernance, bien entendu, extrêmement précise de tous ces moyens qu'on nous a attribués. Je la décris rapidement. Donc, il y a un comité stratégique institutionnel qui se réunit une fois par an avec le PDG de l'INSERM, le PDG du CNRS et la directrice scientifique. Il y a un comité exécutif qui se réunit tous les mois avec le directeur de l'Institut thématique de l'INSERM, avec des représentants du CNRS et de l'INSERM, et avec bien sûr la directrice scientifique et la chef de programme. Et puis il y a une réunion du comité de pilotage qui ne s'est pas encore réunie, mais qui va se mettre en place dès cette année 2 fois par an, avec non seulement toutes les personnes que je viens de citer, mais aussi avec tous les responsables des Work Package Leaders et les coordinateurs des projets ciblés. Et puis il y a 2 autres réunions qui ont déjà été mises en place. Il y a un groupe de patients qu'on a mis en place avec le docteur Romain Ray, qui fait partie donc du Patient Advisory Board et qui regarde avec nous le protocole. On a fait une réunion il n'y a pas très longtemps avec eux pour leur montrer les outils digitaux et avoir leurs commentaires et leurs remarques sur le protocole. Et on réunit la semaine prochaine le Scientific Advisory Board, donc le comité scientifique international du PEPR, qu'on a déjà réuni une fois, pour que, à l'international, on nous donne un avis sur, et des conseils, bien sûr, sur ce programme qui est, vous allez le voir, aussi international. Donc ça, c'est la même représentation que ce que je viens de vous dire, c'est sur la partie gauche de la diapositive, donc cette très grande cohorte qui va être identifiée à partir des centres experts et à partir de la Fondation fondamentale et à partir des centres du RHU Psycaire pour les premiers épisodes psychotiques, et vous allez en voir tout à l'heure la description. Et les patients qui vont être évalués sur ces différents centres, à la différence de ce qu'on fait aujourd'hui sur les centres experts ou sur les centres RHU où ils ont une évaluation spécifique de leur pathologie, comme on veut identifier des dimensions transnosographiques ou des formes cliniques qui ne soient pas spécifiques d'une entité clinique, ils vont tous avoir la même évaluation, quel que soit le diagnostic principal que ces patients présentent. Et ce phénotypage approfondi, il va comporter bien sûr une évaluation clinique que Ophélia Godin va vous décrire tout à l'heure, une évaluation biologique que Romain Ray va vous décrire tout à l'heure, une évaluation digitale que Ludovic Samalin va vous décrire, 2 imageries cérébrales que Charles Heidi va vous décrire, et puis il y a aussi une partie description des facteurs de risque environnementaux et en particulier mesure de la pollution et une partie électrophysiologique. Ce sont des projets complémentaires de ce Work Package 1 sur la cohorte. Et puis vous avez ensuite la déclinaison de tous les Work Packages qui vont prendre les résultats de ce Work Package 1 pour continuer à explorer la validité de ces biomarqueurs. Alors, cette cohorte, elle s'appuie donc sur les centres experts de la Fondation fondamentale, que je suppose vous connaissez, qui sont donc des plateformes de diagnostic et de recherche déployées sur l'ensemble du territoire. Il y a aujourd'hui 55 centres experts. 29 d'entre eux seront sélectionnés pour faire partie des équipes qui vont recueillir et identifier les patients de cette cohorte. Aujourd'hui, on a déjà une base de données avec plus de 9000 patients ouverts, bien sûr, à collaboration. Chaque patient accepte de donner ces données. Il y a à peu près 2000 variables cliniques qui sont recueillies à chaque évaluation clinique, près de 3000 prélèvements biologiques. Et c'est comme ça qu'on a pu constituer les plus grandes cohortes au monde. Et vous savez à quel point les cohortes, c'est important pour faire toute une série de découvertes et d'explorations, que ça aille depuis les données épidémiologiques, depuis la compréhension de la physiopathologique, depuis l'impact médico-économique et l'impact sociétal, etc., etc. Alors, on a fait pour pouvoir construire ce protocole, ça fait 2 ans qu'on travaille avec un groupe de jeunes collègues, dont un certain nombre sont avec nous ce matin et vont vous présenter les résultats de leurs réflexions, pour construire le protocole d'évaluation de cette cohorte de patients. Et on a demandé à des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des chercheurs de venir quasiment tous les mois à Paris pour travailler ensemble et définir le choix des différentes
hypothèses cliniques ou biologiques qu'on allait tester dans cette cohorte. Donc il y a des représentants du RHU psychiatre, il y a des représentants des centres experts Asperger, des représentants des centres experts bipolaires, des centres experts schizophrénie, des centres experts dépression résistante. Et puis il y a des collègues qui ont coordonné des groupes de travail pour sélectionner la méthodologie pour l'imagerie cérébrale, la génétique, l'électrophysiologie, la recherche des facteurs de risque environnementaux, l'immunologie, le digital. Et puis on est très en lien avec l'international, on va vous le montrer. Et donc il y a aussi des collègues qui sont en charge de nous mettre en lien avec toutes les cohortes internationales, parce qu'on n'est bien sûr pas les seuls en France à faire de la psychiatrie de précision. Le monde entier travaille dans ce domaine. Tout ça est coordonné bien sûr par les équipes de la Fondation fondamentale et puis par une équipe à l'INSERM qu'on a commencé à recruter et qui est coordonnée par Marie-Hélène Soto. Donc, je vais laisser tout à l'heure Ophélia Godin vous décrire, je fais un tout petit peu de teasing, les dimensions qu'on a choisies comme étant les dimensions qu'on allait tester dans cette cohorte et pour lesquelles on veut essayer de trouver donc des marqueurs pour valider la pertinence de ces dimensions et leur signature clinico-biologique. Cette cohorte, donc, elle a pour objectif, en plus des patients déjà recrutés, de recruter 2500 patients nouveaux et un groupe comparateur de 500 témoins. On va inclure des sujets de 15 ans à 60 ans. La durée du recrutement va être de 3 ans. La durée de l'étude va être de 18 mois. La durée totale de l'étude va être de 5 ans. Et vous avez là le nombre de patients qui vont être recrutés sur les centres du RHU et sur les centres experts. Ça, c'est une diapositive volontairement absolument incompréhensible et je m'en excuse, mais c'est juste pour vous montrer comment va être défini et décrit le parcours à la fois des patients, puis sur la diapositive suivante, le parcours des témoins. Donc les patients vont être inclus après avoir eu une évaluation sur l'un de nos centres experts. On va prendre une partie de ces données-là avec leur accord, bien sûr, pour les utiliser dans l'évaluation clinique. On va ensuite leur proposer de remplir des auto-questionnaires sur une plateforme qui s'appelle la plateforme French Minds. Et ensuite, il y aura 2 visites en présentiel avec une infirmière qui va faire la mesure des constantes, mais aussi d'autres mesures pour les signes neurologiques mineurs, par exemple, ou pour l'évaluation électrophysiologique. Psychologue qui va faire le bilan neuropsychologique. Et puis, entre les 2 visites qui seront à 1 an d'intervalle, il y aura l'évaluation en imagerie cérébrale qu'on va vous présenter tout à l'heure, la passation des auto-questionnaires avec un agent conversationnel et puis une montre connectée on va leur demander de porter pendant 15 jours tous les 3 mois. Donc même chose pour les témoins, avec exactement le même parcours, qui vont être, eux, inclus non pas sur les centres experts, mais sur les centres CIC, psychiatrie. On a obtenu le financement pour créer de façon pilote un certain nombre de CIC qui vont être spécialisés et avoir des moyens supplémentaires pour déployer les protocoles de recherche en psychiatrie. Et voilà, là encore, juste pour vous montrer ce qui va vous être décrit dans une minute, les évaluations qui vont être faites sur le plan numérique avec la plateforme d'auto-questionnaire, l'application digitale sur son smartphone et la montre qui va recueillir des variables passives. Et tout ça va être bien sûr téléchargé. Les analyses omiques qui vont être faites à partir des prises de sang, là aussi donc des données de génotypage, mais aussi plein d'autres choses qu'on va faire avec les plateformes du CEA, donc génotypage, méthylation, transcriptomique, protéomique et métabolomique. L'imagerie que Charles Leydi va vous raconter tout à l'heure. Et puis toutes ces données vont être mises dans un très grand entrepôt de données parce que vous voyez bien à quel point c'est complet et complexe de mettre dans une base de données des données aussi différentes. Et donc pour ça, on a créé un entrepôt de données dans lequel pour le moment il y a essentiellement les données cliniques de la Fondation fondamentale, mais qui est prêt à recevoir toutes les différentes modalités qu'on va recueillir au cours de cette étude French Minds, qui va nous permettre donc non seulement d'avoir des données multimodales, ce qui est l'objectif de cette étude, c'est-à-dire pas seulement des données omics ou pas seulement des données cliniques, mais aussi d'interfacer toutes nos bases de données avec les données internationales, ce qui permet à toutes les équipes internationales de travailler ensemble. Ça ne veut pas du tout dire qu'on fusionne les données, mais ça veut dire qu'il y a des espaces sécurisés qui permettent aux médecins qui le souhaitent, aux chercheurs qui le souhaitent, d'avoir accès à telle ou telle donnée qu'ils vont nous demander. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de lancer un appel d'offres pour sélectionner le prestataire qui va nous sécuriser toutes ces données. Bien sûr, l'objectif, c'est que tout ça soit extrêmement protégé. Et on a construit un premier entrepôt de données de santé avec les données existantes à la Fondation fondamentale. Je vous rappelle que ces données sont ouvertes pour collaboration. Il y a une charte d'accès aux données qui sont recueillies sur les centres experts qui est disponible sur le site internet de la Fondation fondamentale avec un processus simple mais rigoureux
pour avoir accès à ces données. Vous pouvez trouver ces informations sur le site de la Fondation qui vous explique comment on fait. Et juste pour information, vous êtes heureusement nombreux à utiliser cette ressource qu'on a créée depuis maintenant plus de 10 ans, puisqu'il y a plus d'une centaine, presque 200 publications internationales qui ont été publiées à partir de l'accès à ces données, avec de très nombreuses extractions qui sont faites par l'équipe dédiée à la Fondation fondamentale, puisqu'il y a une dizaine de bioinformaticiens qui construisent ces bases de données et répondent à vos demandes d'extraction. Et ça sera la même chose, bien sûr, pour les données de la cohorte French Minds. Alors, juste pour vous montrer comment ça se passe de déployer un programme et pourquoi ça prend autant de temps, j'ai juste mis un point pour l'année 2024, mais en fait, l'année 2024, on a passé l'année à construire le protocole, à choisir les outils, à discuter avec nos collègues à l'international pour vérifier que les dimensions ou les stratégies qu'on allait choisir étaient validées et réplicables par d'autres équipes. Et on a obtenu quasiment du premier coup l'accord du CPP en septembre 2024. Ensuite, on est en train de signer les conventions avec chaque établissement hospitalier qui va héberger un des centres French Minds. On est en train de tester les outils digitaux avec les équipes des French Minders, mais aussi avec les patients. On a démarré, je vais vous montrer dans une seconde, une campagne d'attractivité pour recruter le personnel qui va venir enrichir et renforcer les centres experts et les centres du RHU. On a, et vous l'avez à l'entrée, un numéro spécial Médecine Sciences qui vient de paraître et qui est à votre disposition. On décrit le choix de ces dimensions qu'on va vous expliquer, comment est-ce qu'on a choisi les différentes méthodologies. Et puis à partir de l'automne, on va former les équipes qui auront été recrutées pour que tout le monde fonctionne de la même manière et qu'il y ait une bonne homogénéité entre centres. Et on espère qu'à partir de septembre, probablement seulement à partir de janvier, on va pouvoir démarrer enfin les inclusions dans la cohorte. Alors vous allez voir sûrement pour ceux d'entre vous que ça intéresse dans les IFSI, dans les métros, dans les bus, une campagne d'attractivité qui a déjà commencé pour les centres qui ont déjà signé la convention avec les directions hospitalières. Je crois que c'est le cas de Lyon et de Montpellier, si je ne me trompe pas. On a déployé une campagne d'attractivité avec l'objectif de changer le regard sur les métiers de la santé et dire que même quand on est infirmier ou quand on est psychologue ou quand on est ARC, on peut faire de la recherche et de l'innovation, ce qui n'est pas toujours l'idée que a le grand public et encore moins nos collègues infirmiers ou psychologues. C'est-à-dire que c'est une discipline qui, aujourd'hui en France, n'attire pas assez de curiosité ou d'intérêt vers ce type de métier. Donc on espère qu'on va arriver, grâce à cette campagne, non seulement à attirer des jeunes collègues, mais aussi à changer le regard sur la psychiatrie. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce qu'on fait, mais je voulais juste insister sur quelques aspects. Le premier d'entre eux, c'est les actions de coopération internationale qu'on a mis en place. L'objectif, c'est de renforcer les collaborations entre la France et les équipes internationales, de partager bien sûr les savoirs, les données et les pratiques, d'améliorer la visibilité de notre programme. Et pour ça, il y a toute une série d'actions qui sont lancées. Il y a des écoles internationales, des écoles d'été qui sont ouvertes, bien sûr, aux jeunes chercheurs et aux cliniciens français. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site de la Fondation fondamentale et sur le site du PEPR Propsy. Et l'objectif de ces écoles, c'est d'améliorer la formation interdisciplinaire et aussi de favoriser les échanges entre les jeunes de différents pays. Deuxièmement, on finance des bourses pour faire une mobilité internationale, soit parce que vous avez envie d'apprendre une technique, vous avez envie de vous frotter à une équipe, pas forcément pour faire de la recherche, mais ça peut être pour apprendre une technique comme vous le souhaitez. Et donc, c'est destiné aux doctorants, aux postdocs et bien sûr aux cliniciens. On va inviter des professeurs invités pour quelques semaines pour nous aider à travailler sur ces différents projets. On a construit toute une série de réseaux internationaux, bien sûr, avec tous les grands congrès internationaux, le CNP, le PA, les centres allemands d'excellence. On fait très régulièrement des réseaux et des réunions en distanciel avec toute une série de collègues internationaux. On est en train de construire un club des cohortes qui a pour objectif de faire une cartographie de toutes les données existantes au plan international. Et puis, on a créé un consortium franco-anglais pour la découverte de biomarqueurs des maladies mentales pour essayer d'aller plus vite encore dans la découverte des biomarqueurs. Donc voilà la cartographie ou la description de tout ce qu'on a fait depuis ces dernières années. Donc on a fait 2 sommets internationaux, l'un en Suisse, l'un à Bruxelles, pour travailler avec les décideurs et travailler avec les grandes agences de la recherche au plan international pour leur expliquer l'enjeu de la médecine de précision en psychiatrie. On a fait toute une série d'écoles, et en particulier des écoles en immunopsychiatrie. On a lancé en février dernier la première réunion du consortium franco-anglais de la recherche de biomarqueurs.
Et on a fait en avril, on a fait plusieurs, mais on a fait un meeting pour continuer à consolider le consortium entre les centres experts français et les centres d'excellence allemands. Et la première action qui va être lancée dans le cadre de ce consortium, c'est un réseau sur l'intelligence artificielle et la santé mentale, avec un hackathon qui sera lancé au printemps prochain. Donc voilà une petite photo totalement invisible, on n'est pas très bon en photo, de toutes les équipes qui sont réunies à Oxford. Et ça nous a permis d'harmoniser le recueil des données entre la France et l'Angleterre, de lancer un certain nombre d'études sur des données qui existent déjà, de manière par exemple à pouvoir comparer la prévalence du syndrome métabolique entre la France et l'Angleterre dans les cohortes de patients, d'harmoniser la mesure de l'anédonie, dont vous savez que c'est une dimension extrêmement importante, dont on va vous parler sûrement pour mesurer toute une série de dimensions là aussi transnosographiques, et on est en train de répondre à des appels d'offres franco-anglais. Même chose avec l'Allemagne, où on a harmonisé le recueil des données entre les cohortes qui sont recueillies de la même manière que nous sur les centres d'excellence allemands, et on a créé toute une série de collaborations internationales où vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse de rejoindre ces réseaux, qui sont des réseaux virtuels. Donc il y a un réseau des spécialistes d'intelligence artificielle et de santé mentale qui a réuni l'Allemagne, la France et les États-Unis. On va faire donc un hackathon en présentiel pour ceux que ça intéresse au printemps prochain. Et on a lancé aussi ce cohort club et on va lancer des appels d'offres pour des postdocs pour faire des use cases sur un certain nombre d'enjeux importants comme maladies infectieuses et santé mentale, comme les validations des marqueurs ou des algorithmes qui permettent de prédire la transition des états psychotiques, comme la recherche avec l'intelligence artificielle d'algorithmes qui nous permettent de prédire la réponse au traitement ou de prédire la survenue d'effets secondaires. Donc pour tout ça, on va avoir des financements pour la France et pour l'Allemagne, et soyez les bienvenus si vous souhaitez répondre à ces appels d'offres. Un tout petit point sur le club cohort, où là aussi vous êtes les bienvenus. Donc on sait qu'on a toute une série de ressources qui existent déjà, avec des bases de données à l'international, puisque tout le monde en fait cet énorme effort qui est fait aussi en France dans le cadre de ce PEPR. Et on s'est dit que c'était important qu'on sache tous ce qui existait au plan international dans les différents pays, non pas comme variable, parce que bien sûr qu'on n'aura pas accès aux données qui sont très strictement protégées, et ce cohort club a pour but de faire une cartographie des cohortes existantes et de décrire les métadonnées, donc les métavariables, qui sont sur ces différentes cohortes, et de construire des bulles sécurisées qui permettent aux chercheurs ou aux médecins qui veulent analyser ces données et collaborer avec un autre pays ou avec une autre équipe de travailler ensemble, ce qui devrait accélérer beaucoup le travail au lieu que chacun travaille en silo avec sa cohorte et ses propres données. Alors, on n'a pas fait que mettre en place cette cohorte, on a aussi lancé cette année plus de 13 projets ciblés, vous voyez, pour une somme tout à fait conséquente. À chaque fois, les porteurs de pré-projets qui avaient été sélectionnés dans le cadre du dépôt du projet devant le comité international ont répondu, ont rempli le dossier de l'ANR, et ensuite il y a eu un kick-off meeting pour chacun de ces projets qui ont été lancés. Vous voyez qu'il y en a 13 avec des financements tout à fait importants qui sont en train de commencer à travailler. Vous avez des affiches un peu partout sur le stand du PEPR qui vous les décrivent. Donc je ne reparle pas du Work Package 1 où on a lancé en parallèle du Work Package 1 et de cette très grosse cohorte des financements pour faire la collecte de données digitales, la collecte de données électrophysiologiques et la collecte de facteurs de risque environnementaux. Mais on a déjà lancé 2 projets pour la partie Work Package 2, donc le projet préclinique. L'un pour étudier l'impact de la pollution de l'air sur le risque de développer des maladies mentales, et l'autre pour explorer les mécanismes qui sous-tendent les auto-anticorps des psychoses auto-immunes. Vous aurez une conférence là-dessus cet après-midi. Work Package 3, je vous rappelle, c'est les essais cliniques ciblés où on veut essayer d'utiliser les biomarqueurs qu'on va découvrir pour améliorer la précision des stratégies thérapeutiques, que ce soit des stratégies digitales, que ce soit des stratégies d'approche thérapeutique pour améliorer la prise en charge des hallucinations résistantes, que ce soit le développement de stratégies qui nous permettent d'améliorer l'inclusion et la réalisation des essais cliniques comme dans les CIC psychiatrie, ou encore que ce soit des protocoles qui nous permettent d'améliorer le traitement de la dépression résistante. Ensuite, on a commencé à lancer des projets publics-privés. Vous savez aussi probablement qu'on a eu un autre appel d'offres qui s'appelle le BioCluster Brain and Mind, aussi dans le cadre de France 2030, qui nous permet de continuer à identifier les freins à l'innovation en France et essayer de lever ces freins. Donc tout ça est fait en lien avec le Brain and Mind. Et puis le Work Package 5, qui a pour objectif donc de contribuer à un changement de paradigme en France, non seulement dans la représentation qu'on peut avoir des maladies mentales, mais aussi
dans l'éducation, l'information, l'attractivité des jeunes collègues vers ces métiers de la santé mentale et vers la recherche. Alors, petite information importante avant que je m'arrête de parler parce que je suis déjà en retard. C'est une information importante, c'est que pour le moment, on a financé tout ce qui avait été présélectionné dans le cadre de l'appel d'offres, mais là, on est en train de lancer les appels d'offres ouverts. Ceux qui veulent faire une thèse ont peut-être vu qu'on a lancé le premier appel d'offres pour la réalisation de thèses de sciences, appel d'offres qui a été lancé en mars 2025, clôturé le 7 mai, et on est en train avec les comités d'experts internationaux de sélectionner les bourses de thèse. Vous avez peut-être vu aussi qu'on vient de lancer un appel d'offres pour les post-docs, qui a été lancé le 24 juin, qui sera clôturé au 1er septembre. Donc si ça vous intéresse ou si vous avez des collègues que ça intéresse, dites-leur de regarder sur le site du PEPR, sur les newsletters de tous les instituts thématiques, parce qu'il faut qu'on arrive à faire passer ces informations. C'est pas toujours facile d'arriver à toucher tout le monde. On va lancer aussi le financement des chaires d'excellence à la fin de l'année. Et puis à partir de 2026, avec l'ANR, on va lancer pour plus de 12 millions des appels d'offres pour financer des appels d'offres ouverts dans chacun des work packages que je vous ai décrits. Donc pour des études précliniques dans le work package 2, pour améliorer la compréhension des mécanismes qui sous-tendent les maladies, pour valider les biomarqueurs et pour des appels d'offres pour construire des consortiums sur un certain nombre de dispositifs innovants sur le plan thérapeutique. Donc regardez sur le site de la Fondation et regardez sur le site du PEPR Propsy dont je vous ai mis une photo. On a un Instagram, une page LinkedIn et un site internet où les informations sont postées très très régulièrement. Donc comme on est en train de lancer tous ces appels d'offres, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder. Vous retrouvez toutes les informations que je vous ai données très rapidement parce que j'avais qu'une demi-heure pour vous raconter tout ce qu'on a fait. J'ai bien sûr pas pu tout raconter, mais toutes les informations sont sur ces différents endroits. Alors, je reviens encore pour faire un tout petit peu de pub sur ce numéro spécial qui résume tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc le choix des biomarqueurs, le choix des dimensions cliniques, les stratégies de la médecine de précision en psychiatrie. Le numéro est gratuit, il est en libre accès. Vous pouvez, avec le QR code, le télécharger ou bien en prenant le site. Et puis, on en a mis des piles partout que n'hésitez pas à prendre parce que c'est une façon de s'informer. C'est le premier numéro qui existe qui explique la psychiatrie de précision en français. Bien sûr, on a aussi beaucoup publié toute une série de revues ces derniers temps. On a publié la feuille de route de la recherche en psychiatrie de précision dans Molecular Psychiatry, je crois, il y a une semaine. On a publié dans le JAMA Psychiatrie un papier pour expliquer pourquoi est-ce que l'inflammation devrait être intégrée dans le DSM-6 et on a publié un autre papier pour continuer à expliquer. Enfin, on a publié pas mal en anglais et comme vous le voyez donc en français, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'on va passer à la deuxième partie de cette matinée. Je répondrai volontiers à vos questions, mais comme je suis déjà en retard, je répondrai peut-être après. Donc gardez vos questions en tête et on va sans plus attendre passer la parole à nos jeunes collègues qui vont maintenant de façon beaucoup plus précise que ce que je viens de vous raconter expliquer le choix et la justification de ce que nous allons maintenant vous proposer.